Elle arriva avec une lettre et 2 bébés, cherchant un mari et un foyer, mais trouva le rejet et un désert impitoyable. Ce qui suivit fut un voyage de larmes, de courage et un amour improbable qui défia toutes les attentes. Des secrets furent déterrés, des vies transformées, et le destin d'une ville entière changea pour toujours. Préparez-vous, car cette histoire de dépassement et de rédemption touchera votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous d'où vous regardez. À l'aube naissante, quand le vent murmurait encore d'anciens secrets à travers les fentes des rochers, et que la lumière hésitante peignait le ciel de teintes pâles de rose et d'orange, le monstre de fer et de fumée céda enfin son élan, s'arrêtant avec un gémissement métallique à la petite gare d'Espérance brisée. Le nom de la ville, peint sur une pancarte de bois délavé et tordu, ressemblait plus à une cruelle ironie qu'à une promesse. Élisabeth descendit les marches du wagon avec la prudence de celui qui marche sur un terrain miné, le corps endolori par le long voyage, l'âme encore plus. Dans ses bras, 2 paquets identiques, Léon et Mia, ses enfants, ses trésors, ses fardeaux. Le léger sanglot de l'un d'eux était un contrepoint aigu au silence oppressant du quai. L'air sentait la poussière accumulée depuis des siècles, le bois desséché des quelques constructions, et l'odeur forte et terreuse des chevaux attachés à un poteau voisin. Le soleil, encore bas, promettait déjà une journée de chaleur inclémente, un prélude à la dureté de cette terre oubliée de Dieu et des hommes. La lettre, tachée par le sable fin qui s'infiltrait partout, froissée par ses mains anxieuses puis désespérées, était serrée contre sa poitrine, un rappel physique de la promesse qui l'avait amené jusqu'ici. Une promesse d'un nouveau départ, d'un foyer, d'un mari nommé Barthélemy qui, selon les mots soigneusement écrits, l'attendrait. Et il attendait. Un homme aux épaules larges, au visage buriné par le soleil et la vie, et un regard qui semblait capable de transpercer l'âme la plus résiliente. Il était adossé à l'un des piliers de l'auvent précaire de la gare, son chapeau à larges bords lui ombrageant les yeux. Quand Élisabeth s'approcha, hésitante, les bébés gémissant maintenant tous 2 doucement, l'homme se redressa. Ses yeux la balayèrent de haut en bas, s'attardant sur les 2 petits volumes dans ses bras. Son menton se crispa, et une pâleur visible se répandit sous son bronzage. L'espoir, autrefois une flamme vive dans la poitrine d'Élisabeth, n'était plus qu'une braise tenace, luttant contre le vent glacial de la réalité qui soufflait de son regard. Ces mots, quand ils vinrent, furent peu nombreux, mais lourds comme des pierres, brutaux dans leur simplicité. La lettre parlait d'une fiancée, une femme pour m'aider à la ferme, pour être mon épouse. Elle ne mentionnait pas ceci. Il fit un geste en direction des bébés avec un mépris à peine dissimulé. Élisabeth sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le voyage, les difficultés, la foi presque enfantine qu'elle avait placée dans cette correspondance, tout s'effondrait. « Ce sont mes enfants, monsieur. Je ne pouvais pas les laisser. » Sa voix n'était qu'un filet, tremblante. « Leur père? Où est-il » La question était une accusation. Elle déglutit difficilement. « Il n'est plus avec nous. » C'était une demi-vérité, plus facile que la complexité douloureuse de son histoire. Le rancher, Barthélemy, laissa échapper un rire court, sans humour. « Cela ne m'intéresse pas. J'attendais une épouse, pas une mère avec des bagages. Je ne peux pas vous avoir chez moi, pas comme ça. » Le rejet fut public. Quelques rares curieux, le chef de gare, 1 ou 2 hommes errants qui semblaient toujours hanter des endroits comme celui-ci, observaient avec un intérêt qui blessait. Le visage d'Élisabeth brûla, non pas à cause du soleil, mais à cause de l'humiliation. Elle se retrouva à la dérive, la chaleur augmentant, les bébés agités, la poussière collant à sa peau moite. Barthélemy lui tourna le dos, un geste final de répudiation, et marcha vers une charrette qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Il ne regarda pas derrière lui. Le son des roues de la charrette s'éloignant dans la rue poussiéreuse fut le son de sa dernière espérance s'évanouissant. Seul, à espérance brisée. Le nom sonnait maintenant comme une moquerie cruelle. Les pleurs des jumeaux s'intensifièrent, faisant écho à sa propre angoisse. Elle les serra contre elle, cherchant un réconfort qu'elle ne parvenait pas à trouver. Le soleil montait implacable dans le ciel,
et la petite plateforme de bois ressemblait à la bouche d'un four. Le chef de gare, un homme âgé au regard fatigué, s'approcha timidement. « Madame, vous ne pouvez pas rester ici. Le prochain train n'est que dans 3 jours, et il va vers l'est, d'où vous venez, je suppose. » Aller vers l'est n'était pas une option. Il n'y avait rien là-bas pour elle, sinon plus de misère et de douloureux souvenirs. Elle regarda autour d'elle, vers la petite ville qui s'étendait au-delà de la gare. Une rue principale poussiéreuse, bordée de façades délavées, un saloon aux portes battantes qui grinçaient au vent, un magasin général qui semblait être le cœur de cet endroit oublié. Il lui fallait trouver un refuge, n'importe quoi. Avec les derniers vestiges de force, Elisabeth remercia le chef de gare et, équilibrant les bébés, commença à marcher en direction de la ville. Chaque pas une petite victoire contre le désespoir qui menaçait de l'engloutir. Le poids de ses enfants, de son avenir incertain, du rejet brutal, était presque insupportable. La culpabilité la rongeait. Elle avait entraîné ses innocents dans ce bout du monde. La ville d'espérance brisée n'offrit pas un meilleur accueil que Barthélemy. Des regards curieux la suivaient, certains hostiles, d'autres simplement spéculatifs. Des femmes épiaient derrière des rideaux usés. Des hommes interrompaient leur conversation pour l'observer passer. Elle était un événement, une anomalie. Une femme jeune, seule, avec 2 bébés dans les bras, était une cible facile pour les jugements et les commérages. Elle tenta le magasin général dans l'espoir d'obtenir quelques informations, peut-être un travail temporaire, n'importe quoi. Le propriétaire, un homme corpulent avec un tablier sale, la regarda avec méfiance. « Du travail? Pour une femme avec 2 enfants en bas âge? Qu'est-ce que vous savez faire à part? Enfin, à part ça ?» Il indiqua les bébés d'un mouvement de tête. L'humiliation était une constante. Elle demanda un peu de lait pour les bébés, offrant les quelques pièces qui lui restaient. Il vendit, mais avec la réticence de celui qui rend un service non désiré. L'après-midi tombait et la panique commençait à s'installer de manière plus aiguë. Où passerait-il la nuit? Les quelques pensions de la ville, si tant est qu'on pût les appeler ainsi, ne l'accepteraient certainement pas sans argent liquide d'avance et avec les bébés. Alors qu'elle errait à l'extrémité de la ville, où les maisons devenaient plus éparses et décrépites, elle vit une petite cabane abandonnée, presque en ruine, un peu à l'écart de la route principale, près d'un ruisseau presque asséché. Les fenêtres étaient cassées. La porte pendait d'une seule charnière rouillée, mais c'était un toit. Le cœur lourd, mais sans autre alternative, Elisabeth entra. L'intérieur était sombre et sentait le moisi et l'abandon. Il y avait des toiles d'araignées partout, et le sol était couvert de saleté et de débris. Mais c'était un abri contre le vent froid qui commençait à souffler à la tombée de la nuit, et surtout, contre les regards de la ville. Elle nettoya un coin du mieux qu'elle put avec ses mains, et un morceau de tissu déchiré qu'elle trouva, et installa les jumeaux sur son châle étendu. Ils étaient affamés et fatigués, et leurs pleurs étaient faibles, presque une lamentation. Alors qu'elle tentait de les calmer, elle entendit un bruit dehors. Son cœur fit un bond. Serait-ce des animaux? Ou pire, quelqu'un de la ville? Elle retint sa respiration. Des pas s'approchèrent. La porte grinça encore plus lorsqu'elle fut poussée. Un homme grand se tenait sur le seuil, sa silhouette découpée contre la faible lumière du crépuscule. Elisabeth se recroquevilla, protégeant instinctivement les bébés. L'homme ne dit rien pendant un moment, observant simplement la scène. Puis, d'une voix calme, qui contrastait avec la tension du moment, il parla. « Madame, tout va bien ?» Ce n'était pas la voix de Barthélemy. Celle-ci était plus douce, moins rude. Elisabeth ne put répondre. La peur la paralysait encore. Il fit un pas à l'intérieur et elle put voir son visage. Il était plus jeune que Barthélemy, avec des traits fermes, mais un regard qui semblait doux. Il portait un petit seau et un paquet. « Je vous ai vu à la gare plus tôt, et j'ai vu quand Barthélemy... Eh bien, quand il vous a laissé, il s'éclaircit la gorge. Mon nom est Daniel, je suis le forgeron de la ville. » Il s'arrêta comme s'il attendait une réaction. Elisabeth le fixa simplement, méfiante. « J'ai apporté un peu d'eau fraîche de mon puits et un peu de pain et de fromage. Et j'ai pensé que peut-être les bébés auraient besoin de lait. J'ai une chèvre qui a mis bas il y a peu. » Il tendit le seau et le paquet. «
C'était le premier geste de réelle bonté qu'elle recevait depuis son arrivée. Les larmes vinrent aux yeux d'Élisabeth, chaudes et soudaines. Elle tenta de les retenir, mais l'épuisement et le soulagement momentané étaient trop forts. Je ne sais pas comment vous remercier, parvint-elle à dire, la voix nouée. Daniel sourit légèrement. Il n'y a pas de quoi. Personne ne mérite d'être traité de cette manière, surtout avec des enfants. Il posa les choses par terre. Cette cabane n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien pour l'instant. Je peux essayer de réparer la porte demain, si vous voulez. Ce fut le premier moment, le sauvetage inattendu, la gentillesse qui jaillit au milieu de l'hostilité. Élisabeth sentit une minuscule graine d'espoir, non pas la grande espérance qui l'avait amenée jusqu'ici, mais une espérance plus petite, plus personnelle, que peut-être tout n'était pas perdu. Peut-être y avait-il une bonne âme dans cette terre aride. La nuit tomba, froide et sombre. Les hurlements lointains de coyotes étaient un rappel constant de la sauvagerie qui l'entourait. La peur était toujours une proche compagne, mais la présence de l'eau et de la nourriture, et le souvenir du geste de Daniel, la rendaient un peu plus supportable. Elle nourrit les bébés avec le lait de chèvre qu'ils burent avidement, et mangea un peu de pain et de fromage, le premier aliment substantiel depuis de nombreuses heures. Les pleurs des jumeaux cessèrent finalement, et ils s'endormirent, blottis l'un contre l'autre. Élisabeth s'assit sur le sol froid, écoutant les bruits de la nuit, et pour la première fois depuis son arrivée, elle s'autorisa à pleurer vraiment, non seulement pour le rejet, mais pour sa propre fragilité et l'immense responsabilité qu'elle portait. Les jours qui suivirent furent une lutte constante pour la survie. Daniel tint sa promesse et répara la porte de la cabane, la rendant un peu plus sûre. Il apparaissait sporadiquement, apportant plus de lait pour les bébés, parfois un peu de bois pour le petit feu qu'elle entretenait dehors pour cuisiner le peu qu'elle parvenait à obtenir. Il ne s'attardait jamais longtemps, conscient des regards et des murmures que sa présence ici pouvait générer. La ville, avec ses regards affûtés et ses murmures tranchants, était une cage invisible, se resserrant autour d'elle chaque jour, où chaque jugement était une nouvelle barre de fer. Élisabeth tentait de trouver du travail, n'importe quoi. Elle s'offrit pour laver le linge, nettoyer les maisons, mais les portes se fermaient devant elle. La marque de la femme avec enfant de père inconnu était un stigmate puissant. Certaines femmes de l'Église, mues par une charité calculée, laissaient occasionnellement un peu de nourriture à sa porte, mais toujours accompagnées de regards de réprobation et de conseils non sollicités sur la moralité. Barthélemy, elle l'apprit par Daniel, avait répandu l'histoire qu'il avait été trompé, qu'elle était une femme de réputation douteuse. Il lui était plus facile de brosser cette image que d'admettre sa propre cruauté ou son manque de compassion. Élisabeth tentait d'ignorer, se concentrant sur ses enfants. Léon et Mia étaient sa raison de continuer. Leurs sourires édentés, la manière dont leurs petites mains agrippaient ses doigts, étaient de petits rayons de soleil au milieu de l'obscurité. Elle passait ses journées à s'occuper d'eux, lavant leurs rares vêtements dans le ruisseau, essayant de maintenir la cabane minimalement habitable. La solitude était sa compagne constante, brisée seulement par les brèves visites de Daniel et par les pleurs et les rires de ses bébés. Un après-midi, Daniel apparut avec un morceau de cuir et quelques outils. « J'ai remarqué que vos chaussures sont très usées, » dit-il gêné. « Et celles des bébés, eh bien, ils auront besoin de quelque chose pour protéger leurs pieds quand ils commenceront à ramper partout. » Élisabeth fut touchée par sa prévenance. Pendant qu'il travaillait le cuir, façonnant de petites bottines pour les jumeaux, elle observait ses mains grandes et habiles. C'étaient des mains de forgeron, calleuses et fortes, mais qui se mouvaient avec une délicatesse surprenante. Elle remarqua que ses gants de travail étaient déchirés à plusieurs endroits. Cette nuit-là, après que les bébés se furent endormis, Élisabeth prit une aiguille et du fil qu'elle avait apporté dans ses bagages et, à la faible lumière d'une bougie improvisée, commença à raccommoder les gants de Daniel. C'était un petit travail, mais elle le fit avec soin, chaque point une expression silencieuse de gratitude. Le lendemain, quand il vint apporter le lait, elle lui tendit les gants réparés. Il parut surpris, puis un sourire sincère illumina son visage. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, Élisabeth. Vous n'aviez pas non plus besoin de faire des chaussures pour mes enfants.
répondit-elle, un léger rougissement sur ses joues. Il tint les gants, examinant les raccommodages. Vous avez des mains habiles. Ce fut un moment simple, l'échange de petits gestes de soin, mais qui construisit un pont de plus entre eux. Lui, à son tour, quelques jours plus tard, apporta 2 petits oiseaux en bois, parfaitement sculptés et poncés, jusqu'à être doux au toucher. Pour Léon et Mia, dit-il, les tendant à Élisabeth, pour qu'ils aient quelque chose avec quoi jouer. Ses yeux brillèrent. C'étaient les premiers vrais jouets que ses enfants avaient. La tension dans la ville, cependant, ne diminuait pas. La sécheresse s'éternisait. Le ruisseau près de la cabane d'Élisabeth était presque sec, et le puits de la ville commençait à montrer des signes d'épuisement. Des murmures sur la mauvaise fortune que son arrivée avait apportée commencèrent à circuler avec plus d'insistance. Il était plus facile de blâmer une étrangère que la nature implacable elle-même. Barthélemy en particulier semblait alimenter ces rumeurs. Il la voyait comme une tache sur sa réputation, un rappel constant de sa décision, et peut-être d'une opportunité perdue, bien qu'il ne l'admît jamais. La première grande crise vint avec une tempête de poussière. Le ciel s'obscurcit en plein jour, et le vent hurlait comme un démon, charriant sable et débris qui piquaient la peau et aveuglaient les yeux. Élisabeth lutta pour sceller les interstices de la cabane avec de vieux chiffons, le cœur serré de peur pour les bébés, qui toussaient avec la fine poussière qui s'infiltrait partout. La tempête dura des heures, une attaque sensorielle qui laissa tout le monde en ville nerveux et épuisé. Quand elle passa enfin, le paysage était transformé, couvert d'une sinistre couche de poussière rougeâtre. Le peu qu'Élisabeth avait dehors, quelques herbes qu'elle tentait de cultiver, le bois que Daniel avait apporté, étaient ensevelis ou éparpillés. Ce fut Daniel qui apparut le premier, le visage couvert de poussière, les yeux inquiets. Il l'aida à nettoyer l'entrée de la cabane et vérifia si les bébés allaient bien. Sa présence était un roc au milieu du chaos. Cette nuit-là, assis dehors devant la cabane sous un ciel étrangement clair après la tempête, ils conversèrent plus ouvertement que jamais. Le petit feu qu'ils parvinrent à allumer projetait des ombres dansantes sur leurs visages. Élisabeth, ressentant le besoin de se connecter, d'être vue comme plus que la simple femme aux jumeaux, parla un peu de sa vie avant Espérance brisée. Elle parla du père des garçons, un jeune homme rêveur qui était tombé malade et était mort avant même de savoir pour la grossesse, la laissant seule et désemparée. Ce n'était pas l'histoire d'abandon que la ville murmurait, mais la vérité était tout aussi douloureuse. Daniel écouta en silence, son regard compréhensif. Lui, à son tour, partagea un peu de sa propre histoire. Il parla d'une famille perdue dans l'Est, de rêves brisés qu'il avait amenés dans cet endroit isolé, cherchant une sorte de paix, ou peut-être juste l'oubli. Parfois, dit-il, regardant les flammes, je pense que nous tous ici à Espérance brisée fuyons quelque chose ou cherchons quelque chose que nous avons perdu. Cette conversation, sous le manteau de la nuit et de la vulnérabilité partagée, fut un tournant. Il n'était plus seulement le forgeron gentil et la mère dans le besoin. Ils étaient 2 âmes qui avaient connu la douleur et qui trouvaient l'un en l'autre un rare moment de compréhension. La confiance entre eux s'approfondissait, silencieuse et forte, comme les racines d'un arbre en sol pierreux. Les mois s'étirèrent, transformant le printemps aride en un été encore plus inclément. La sécheresse persistait, et l'humeur de la ville s'aigrissait dans la même proportion que les puits s'asséchaient. L'eau devint un bien précieux, disputé. Élisabeth, avec sa cabane près du ruisseau maintenant complètement à sec, sentait la pression augmenter. Daniel continuait à l'aider, apportant de l'eau de son propre puits, qui, étant plus profond, résistait encore. Mais même cela générait des commentaires malveillants sur le favoritisme. Barthélemy, maintenant une figure encore plus sombre et ressentie, observait tout avec un regard calculateur. Il voyait la proximité croissante entre Élisabeth et Daniel, et cela semblait l'irriter encore plus. Peut-être était-ce l'orgueil blessé, ou l'envie d'un lien qu'il avait lui-même écarté. Un jour, l'un des jumeaux, Léon, tomba malade. Une forte fièvre le consumait, et il pleurait inconsolablement. Élisabeth était désespérée. Il n'y avait pas de médecin à Espérance brisée.
juste une vieille guérisseuse dont les remèdes étaient aussi douteux que sa réputation. Daniel, apprenant la situation, n'hésita pas. Il passa la nuit dans la cabane avec Élisabeth, l'aidant à appliquer des compresses froides sur le front fiévreux de Léon, cherchant à la calmer tandis qu'elle tenait son petit garçon, la peur imprimée sur son visage. Ils virent le soleil se lever ensemble, épuisés, mais Léon avait finalement commencé à montrer des améliorations, la fièvre cédant lentement. Dans le calme de l'aube, tandis qu'ils veillaient sur le sommeil agité du garçon, ils partagèrent un silence chargé d'émotions. Élisabeth, les yeux rouges de larmes et de fatigue, regarda Daniel et vit non seulement un bienfaiteur, mais un partenaire dans son angoisse. Lui, à son tour, vit la force indomptable de cette mère, sa dévotion féroce. Cette nuit de veille et de peur partagée, ils se montrèrent vulnérables l'un à l'autre d'une manière que les mots n'auraient jamais pu atteindre. La barrière finale entre eux sembla s'écrouler, remplacée par une compréhension tacite et profonde. Le rétablissement de Léon apporta un soulagement immense, mais l'ombre de la sécheresse et de la pénurie planait sur tous. Des rumeurs couraient qu'un groupe de hors-la-loi, profitant du désordre causé par la sécheresse dans toute la région, attaquait de petites propriétés et des campements isolés. Le shérif de la ville voisine, la plus proche avec une certaine autorité réelle, était une figure absente et inefficace. La tension à espérance brisée était palpable. Le danger, un prédateur affamé, circulait autour de la petite communauté, et l'air crépitait avec l'électricité de la peur, promettant de déchirer la paix fragile avec des griffes de feu et d'acier. Les gens devinrent plus méfiants, plus égoïstes. Les rares réserves de nourriture et d'eau étaient gardées sous 7 verrous. Barthélemy profita de la situation pour tenter, une fois de plus, de se débarrasser d'Élisabeth. Il argumenta au saloon, pour qui voulait l'entendre, que sa présence, une étrangère sans lien avec la communauté, était un risque. Qui sait quel genre de gens elle pourrait attirer, insinuait-il. En un temps comme celui-ci, nous devons nous protéger, serrer les rangs. Certains acquiesçaient. D'autres, qui avaient été témoins de la lutte silencieuse d'Élisabeth et de la bonté de Daniel, hésitaient. Mais la peur est un semeur efficace de discorde. Une nuit, tandis qu'Élisabeth couchait les jumeaux, elle entendit un bruit dehors. Ce n'étaient pas les pas familiers de Daniel. C'étaient des pas furtifs accompagnés de murmures. Son cœur se glaça. Elle jeta un œil par une fente de la porte et vit 2 figures sombres rôdant autour de la cabane. L'un d'eux portait une torche. La panique la submergea. Allait-il incendier la cabane? Avec elle et les bébés à l'intérieur, elle saisit un tisonnier, la seule arme qu'elle possédait, les mains tremblantes. Avant qu'elle ne pût décider quoi faire, elle entendit la voix ferme de Daniel fendre la nuit. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» Les hommes sursautèrent, se retournant pour faire face à Daniel, qui avait surgi de l'obscurité comme un ange vengeur, une barre de fer à la main. « On était juste en train de vérifier des choses, forgeron. » Bégaya l'un d'eux, la torche vacillant. « Vérifier avec du feu ?» répliqua Daniel, sa voix chargée de mépris. « Allez-vous-en, et si je vous revois près de cette cabane ou de cette famille, vous le regretterez. » Les hommes, clairement intimidés par la fureur contenue de Daniel et par sa réputation d'homme fort et juste, reculèrent et disparurent dans l'obscurité. Daniel entra dans la cabane, le visage toujours sombre. Élisabeth tremblait tellement qu'elle parvenait à peine à se tenir debout. Il la soutint, lui tenant les bras. « Vous allez bien? Ils ne vous ont pas fait de mal ?» Elle secoua la tête, incapable de parler. Les larmes coulaient librement sur son visage. Il l'étreignit, une étreinte forte et protectrice. « Je ne laisserai rien vous arriver », murmura-t-il, la voix rauque d'émotion. Cette confrontation, la menace imminente, servit de catalyseur. La ville était à bout. Et le plus grand danger était encore à venir. Les jours suivants furent chargés d'une appréhension quasi insupportable. Les rumeurs sur les hors-la-loi se confirmèrent lorsqu'un rancher d'une propriété voisine fut retrouvé mort, sa maison pillée et brûlée. La panique s'installa définitivement à Espérance brisée. Certains parlaient de fuir, d'abandonner tout. D'autres, plus têtus ou n'ayant nulle part où aller, décidèrent de résister. Daniel devint une figure centrale dans l'organisation de la défense de la ville. Son calme et sa détermination inspiraient confiance,
Lui et d'autres hommes patrouillaient les rues la nuit, armés de ce qu'ils avaient. Élisabeth, bien qu'apeurée, refusait d'être un fardeau. Elle aidait comme elle pouvait, cuisinant pour les hommes des patrouilles, raccommodant des vêtements, s'occupant des enfants des autres quand les mères devaient aider à d'autres tâches. Sa résilience silencieuse commençait à changer la perception de certains habitants. Ils ne voyaient plus la paria, mais une femme forte luttant pour protéger sa famille et sa nouvelle communauté, bien que précaire. Barthélemy se tenait à distance, aigri et isolé dans sa propre amertume, bien que même lui semblât préoccupé par la menace imminente. La nuit où les hors-la-loi attaquèrent fut une nuit de nouvelle lune, noire comme de l'encre. Le premier signe fut l'aboiement frénétique des chiens, suivi de cris et du bruit caractéristique des coups de feu. Le chaos éclata. Des hommes couraient dans les rues, tirant avec leurs armes sur les ombres qui avançaient. Les femmes et les enfants furent rassemblés dans le magasin général, considéré comme le bâtiment le plus sûr. Élisabeth était là, les jumeaux agrippés à elle, le cœur battant comme un tambour déchaîné. Le bruit de la bataille dehors était terrifiant. Cris de douleur, l'odeur âcre de la poudre, l'éclair intermittent des tirs. Soudain, l'un des murs du magasin commença à prendre feu. Quelqu'un avait jeté une torche. La panique se transforma en terreur absolue. La fumée commença à remplir l'endroit, suffocante. Les gens couraient, toussant, essayant de trouver une sortie. Élisabeth, avec Léon dans un bras et Mia dans l'autre, luttait pour voir à travers la fumée dense. La sortie principale était bloquée par les flammes. C'est alors qu'elle vit Daniel. Il était à la porte arrière qu'il avait réussi à forcer, luttant pour maintenir un passage ouvert tout en aidant les gens à sortir. Son visage était couvert de suie, une expression de fureur et de détermination y était imprimée. Il la vit. « Élisabeth, par ici !» Il cria par-dessus le bruit. Elle courut dans sa direction, trébuchant, les bébés pleurant, effrayés. Quand elle atteignit la porte, une poutre en flammes s'effondra, bloquant partiellement le passage. Il n'y avait de la place que pour une personne à la fois, et avec difficulté. Daniel poussa une femme et un enfant dehors. « Élisabeth, allez, prenez les bébés !» Mais Élisabeth hésita. Derrière elle, une mère avec un bébé dans les bras était coincée, toussant violemment. Sans y penser à deux fois, Élisabeth remit Léon à Daniel. « Tenez-le, j'aide cette femme !» Avant que Daniel ne pût protester, elle se retourna, passa Mia dans l'autre bras et, affrontant la fumée et la chaleur, aida l'autre mère à se relever et la guida vers la petite ouverture. Daniel, avec Léon en sécurité, aida à les tirer dehors. Dès que l'autre mère et son bébé furent en sécurité, Élisabeth se retourna pour reprendre Mia. Mais, à cet instant, une partie du plafond en flammes s'effondra exactement là où elle s'était trouvée. Daniel cria son nom, un cri de pure agonie. Pendant un instant, il sembla que tout était perdu. Mais alors, de la fumassa et dos escombros, Élisabeth émergea, toussant, roussie, ma viva, arrastando Mia, que milagrosamente estava apenas assustada. Daniel correu até ela, pegou Mia e a abraçou com força. Abraço que falava de medo, alívio e amor que não precisava mais de palavras. Ele a segurou como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. « Vous êtes folle », dit-il, la voix nouée, « et la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Cet acte de sacrifice, son courage au milieu du danger extrême, non seulement pour ses enfants, mais pour une autre personne, solidifia le lien entre eux d'une manière indélébile. La bataille dehors faisait toujours rage, mais à ce moment-là, au milieu du chaos et de la destruction, ils se trouvèrent l'un l'autre. La lutte contre les hors-la-loi dura presque toute la nuit. Beaucoup furent blessés, et certains perdirent la vie. Mais grâce à la bravoure et à l'union inattendue des habitants, les bandits furent repoussés, laissant derrière eux leurs morts et leurs blessés. À l'aube, Espérance brisée était une ville blessée, pleine de cicatrices mais non vaincue. Le soleil se leva sur un paysage de destruction, mais aussi d'une nouvelle espérance. La poussière de la bataille retomba lentement, révélant l'étendue des dégâts et des pertes. Le magasin général était partiellement détruit, quelques maisons avaient été brûlées, et la tristesse planait dans l'air avec l'odeur de fumée. Mais quelque chose d'autre avait changé. L'épreuve avait uni la communauté d'une manière que la paix n'avait jamais réussi.
Les barrières de méfiance avaient été abattues par le besoin mutuel et l'héroïsme partagé. Élisabeth et Daniel émergèrent de cette nuit comme des figures centrales, non par désir propre, mais par la force de leurs actions. Le courage d'Élisabeth en aidant l'autre mère dans l'incendie du magasin devint une histoire racontée à voix basse, avec admiration. Daniel, par son leadership et sa bravoure, avait conquis le respect de tous. Même Barthélemy semblait différent. Il avait combattu aux côtés des autres hommes et l'expérience semblait l'avoir ébranlé, peut-être même un peu humanisé. Il observait Élisabeth de loin, une expression indéchiffrable sur le visage. Il n'y avait plus de mépris, peut-être un repentir naissant, ou simplement la constatation qu'il avait mal jugé. Dans les jours qui suivirent, la ville commença le lent processus de reconstruction. Des mains qui auparavant se fermaient avec méfiance s'unissaient maintenant pour ériger des poutres et nettoyer des décombres. Élisabeth, avec Léon et Mia maintenant un peu plus âgés et curieux, participait activement. Elle aidait à soigner les blessés, à préparer de la nourriture communautaire, à offrir du réconfort. Elle n'était plus l'étrangère, la paria. Elle était l'une des leurs. Un après-midi, tandis qu'elle aidait à nettoyer ce qui restait du magasin, Barthélemy s'approcha d'elle. C'était la première fois qu'il lui adressait la parole directement depuis le jour de son arrivée. « Madame Élisabeth » commença-t-il, la voix rauque, le chapeau à la main. « Je voulais dire que j'ai été un sot et un homme cruel. » Élisabeth arrêta ce qu'elle faisait et le fixa, surprise. « Vous avez fait preuve de plus de courage et de décence que beaucoup de ceux qui sont nés et ont grandi ici. J'avais tort. » Il regarda le sol, puis de nouveau vers elle. « Si vous voulez toujours l'offre d'un endroit où vivre, un endroit sûr pour vous et vos enfants, ma ferme est toujours debout. Ce serait un honneur de vous y avoir, comme une amie. » Mais c'était une offre surprenante, une sorte d'excuse à sa manière. Élisabeth considéra ses mots. Il y avait une sincérité dans sa voix qu'elle n'attendait pas. Mais son chemin était désormais autre. « Je vous remercie de vos paroles, Monsieur Barthélemy, et de votre offre. Mais je crois que j'ai trouvé ma place ici. » Elle regarda en direction de Daniel, qui aidait à ériger un nouveau mur, et sourit légèrement. Barthélemy suivit son regard et sembla comprendre. Il hocha la tête, une ombre de tristesse dans ses yeux. « Je comprends. Je vous souhaite tout le bonheur, madame. Vous le méritez. » Il s'éloigna, laissant Élisabeth avec un sentiment de clôture. Ce fantôme du passé fut finalement exorcisé. La reconstruction de la ville progressait, et avec elle la reconstruction des vies. Daniel et Élisabeth passaient de plus en plus de temps ensemble, leur relation fleurissant naturellement, sans hâte, nourrie par le respect mutuel et l'amour qui avait grandi au milieu de l'adversité. L'amour qui fleurissait entre eux était comme un figuier têtu dans le désert, plantant ses racines profondes dans l'aridité de l'adversité, promettant ombre et fruits, là où auparavant il n'y avait que désolation. Une nuit, assis sur la véranda de la petite maison que Daniel avait commencé à construire pour eux, un peu à l'écart du centre-ville, mais pas aussi isolé que l'ancienne cabane, ils observaient les étoiles. Léon et Mia dormaient tranquillement à l'intérieur. « As-tu pensé à un nom pour cet endroit ?» demanda Élisabeth, appuyant sa tête sur son épaule. Daniel sourit. « J'ai pensé à un nouveau départ, ou peut-être doux foyer, mais ça semble un peu cliché. » Élisabeth rit. « J'aime nouveau départ. » Il l'embrassa doucement. « Alors, nouveau départ, ce sera notre nouveau départ. » Il n'y eut pas de demande en mariage formel. Ce n'était pas nécessaire. Leur engagement était plus profond que les mots ou les cérémonies. C'était un engagement forgé dans le feu, dans la perte et dans la redécouverte de l'espérance. Espérance brisée, la ville, changeait aussi. Le nom était toujours le même, mais sa signification commençait à se transformer. Pour Élisabeth, ce n'était plus un lieu de rejet, mais l'endroit où elle avait trouvé force, communauté et amour. L'avenir, auparavant une toile sombre et menaçante, commençait à se peindre avec les couleurs timides d'une nouvelle aube, promesse de jours plus doux. Les jumeaux grandiraient sur cette terre, non pas sous l'ombre d'un passé incertain, mais sous le soleil d'un présent construit avec courage
et la lumière d'un avenir prometteur. La lettre tachée de sable, qui l'avait amenée vers ce destin improbable, était toujours conservée, mais n'était plus qu'une relique d'un temps lointain, le prologue d'une histoire bien plus grande et plus riche qu'elle n'aurait jamais pu imaginer quand elle descendit de ce train seule, avec 2 bébés dans les bras et un cœur plein de peur et une petite, obstinée, espérance. Et cette espérance, après tout, n'avait pas été brisée. Elle avait simplement trouvé un sol plus fertile pour fleurir.